Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous commençons maintenant 8 mars. Donc, nous attendons que certaines personnes puissent se connecter. Alors, j'espère que tout le monde me reçoit. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde de leur contribution pour pouvoir organiser un événement de cette qualité. Donc, nous allons parler un peu de la maîtrise du transport maritime, donc, et son influence sur la supply chain maritime. Alors, toutes les interventions, elles auront pour objectif d'avoir une meilleure visibilité sur deux points. Alors, le premier point, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le pavillon national et la compétitivité de la supply chain maritime? Donc, à travers nos experts et nos panélistes, nous avons un peu développé ce point-là pour mieux comprendre la relation entre le pavillon national et la compétitivité de la supply chain maritime. Et deuxième point qu'on va essayer de sortir avec un résultat, c'est comment peut-on développer justement le pavillon national et comment peut-on développer justement la flotte des transports maritimes. Donc, nous avons un panel très très riche. Donc, nous avons avec nous, on va commencer des gens du Maroc, de Tunisie et de la France. Donc, nous avons bien sûr avec nous M. Mustafa Al-Khiyat qui va nous rejoindre, le président de l'AMLOC. J'attends toujours qu'il règle un petit problème technique. Nous avons avec nous la direction marine marchande représentée par le chef de division de transport maritime, notre ami Anas Loualia. Nous avons aussi avec nous le président de Proper Club Port de Casablanca, El Haj Mergaoui. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Nous avons avec nous Monsieur Jamal Gamra, ce grand monsieur qui a accepté d'être avec nous. Jamal Gamra, qui est président de la Chambre des agents maritimes de Tunisie, mais aussi il est ex-ministre du Tourisme de la Tunisie et ex-PDG de la Cotunav, la compagnie tunisienne de navigation de l'UTICA. Nous avons avec nous aussi Si Ali Mgharabi, notre ami de l'AMLOG, qui est consultant et expert dans le shipping. Nous avons aussi avec nous M. Mohamed Jawadi, commandant Mohamed Jawadi, notre ami, et avec la nouvelle association à qui nous souhaitons bon vent, l'Association marocaine des armateurs du Maroc. Et nous aurons aussi après avec nous notre ami Abdelaziz Mantrache, qui est à la fois président de la PRAM et vice-président de la SMEX. Nous aurons aussi avec nous Sirachid Tahri, le président de l'Observatoire marocain de la complicité logistique et président de l'Association des freight forwarders marocains du Maroc, et aussi notre grand expert, notre grand ami, commandant Abdelfatah Bouzouba, qui est expert maritime et consultant. Alors, vu la contrainte du temps, je remercie tout le monde qui ont contribué à avoir un panel aussi riche. Je vous informe que nous avons eu 250 participants inscrits ça fait 3 jours, et que je reçois toujours beaucoup d'emails des gens qui veulent participer avec nous. Mais malheureusement, le portail ne peut pas avoir plus que 250. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Anas Eloualia, que je rappelle, il est chef de division de transport maritime. Et je remercie la marine marchande, pour la même occasion, qui répond toujours présente à nos événements. Et à vous la parole pour nous parler un peu justement de ce thème lié au transport maritime. À vous la parole, monsieur Anas. Bonjour tout le monde, merci Seloukili. Donc, merci pour m'avoir invité à cet événement très important. Et je remercie aussi l'association Amlog d'avoir organisé cet événement. Donc, mon intervention va s'articuler sur 3 points.
Donc, déjà, on va faire l'état du lieu, du secteur et son importance dans l'économie nationale. Et après, je vais passer à faire une brève descriptif de perspective de développement du secteur maritime au Maroc. Donc, sans tarder, le Maroc dispose d'un patrimoine très, très important en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures portuaires et de la nature que Dieu nous a offert. Donc, on dispose de 3500 km de côte et 3500 km de côte, de 43 ports dont 14 sont ouverts au commerce international. Donc, on a aussi une capacité qui est offerte par ces plateformes portuaires de 270 millions de tonnes. Donc, c'est un chiffre très important, dont 43%, il est offert par seul le port de Tanger-Med. Donc, ce patrimoine, en parallèle, on a un trafic qui a plus que doublé dans ces 10 dernières années. Donc, on a affiché l'année dernière 153 millions de tonnes de marchandises qui a été manutentionnées dans les ports marocains. Aussi, 30% de cette marchandise, et c'est une marchandise qui est plus que 30%, c'est une marchandise qui est relative au flux stratégique du pays, c'est-à-dire le vrac, soit du phosphate, soit des céréales, soit le hydrocarbure, soit le charbon. Donc, l'importance du maritime, il est clair que le Maroc, il est dépendant du maritime. On a 98% de nos échanges qui s'effectuent par voie maritime. Un autre point, l'autre façade, ces réalisations, en contrepartie, on a une facture du service maritime qui est très importante. Il y a un déficit de la balance de paiement qui est très, 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 très important. En 2019, la facture du service maritime s'était fixée à 27 milliards de dirhams, soit un déficit de 15 milliards de dirhams. Donc, c'est un chiffre qui est très important. La facture du service du transport maritime, c'est presque 45% de la facture énergétique du pays. Donc, l'importance du secteur maritime, il y a une corrélation entre cette facture qui est de la balance de paiement et le pavillon national et les navires qui sont sous pavillon national et qui permettent de faire acheminer nos commerces soit vers l'export, soit vers l'import. Donc, la marine marchande, il a lancé une étude en 2000, donc pour arriver droit au but. Donc, il a lancé une étude en 2015. Donc, je disais, la marine marchande, il a lancé en 2015 une étude stratégique pour redresser la situation du secteur maritime. Donc, l'étude il a été finalisée et les livrables ont été livrés en 2016. Donc, il a ramené un plan d'action qui contient 20 actions. Un plan d'action qui contient 20 actions stratégiques. Il couvre la réglementation, l'organisation de la marine marchande, le développement des services, le développement des infrastructures portuaires. Donc, c'est un plan d'action qui a couvert tous les aspects qui sont concernés par le transport maritime. Et justement, il a couvert tous les aspects, mais il n'a pas entré dans les détails des détails de comment on peut réaliser ce plan d'action.
Donc, parmi ces actions, donc c'est la refonte du code. C'est le point de départ pour redresser la situation du secteur, c'est donner la visibilité aux investisseurs et avoir une législation qui est conforme et qui suit les tendances internationales. Donc, la bataille qui a été menée par la marine marchande durant les 3 dernières années, c'est faire sortir des textes réglementaires pour s'aligner aux normes internationales. Donc, on n'a pas pu refondre le code. Donc, c'est vu qu'il y a plusieurs intervenants qui sont impliqués, vu aussi qu'il y avait des tentatives auparavant qui n'ont pas réussi. Donc, la marine marchande, dans ce volet-là, actuellement, il y a un texte de loi qui est dans la première chambre pour la pollution, qui traite les rejets illicites. Il y a un autre texte qui traite la plaisance, un autre texte qui a été élaboré qui traite la sécurité. Donc, la marine marchande, il a fait un énorme travail pour un petit peu balayer tous les aspects qui concernent la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution pour être dans les normes internationales. Donc, ça, c'est le premier volet qui est le volet réglementaire. C'est un volet qui est très important et qui va nous permettre, il va permettre aussi aux investisseurs d'avoir une visibilité claire, sur le secteur. Un deuxième point que l'étude il a évoqué, c'est le cabotage. Avant d'arriver au cabotage, il y a un autre point, c'est l'employabilité des gens de mer. Donc, la marine marchande, il a fait des efforts. S'il vous plaît, 2 minutes. Hein. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. S'il vous plaît. D'accord. D'accord, il y a un texte, un décret qui a permis de faire embarquer les gens de mer au sein des bateaux marocains. Donc, on s'est fixé fin de cette année pour arriver à 100%. Actuellement, on est à plus que 50% d'équipage marocain sur les navires bateaux pavillon national. On a travaillé aussi sur le cabotage. Donc, le cabotage, c'est le maillon, c'est pas le maillon, mais c'est la niche avec laquelle on peut faire développer le pavillon national. Donc, depuis 2017, il y a 4 navires qui ont été immatriculés et 2 nouvelles compagnies qui ont été créées suite à une réservation totale du cabotage au pavillon national, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre de navires sous pavillon marocain. L'activité aussi qui est très importante, l'activité de passagers. Donc, il y avait, pour le développement de ce créneau, la marine marchande actuellement travaille sur des amis qui vont être lancés incessamment. Donc, un pour les services de transport de passagers au niveau du sud, donc qui vont relier Tarpaya et les îles Canaries. Donc, on va le lancer incessamment. Il y a un appel d'offres aussi qui sera lancé au niveau du port de Nador. Les autres aspects, l'aspect fiscalité, qui est très important. Et je pense que la retenue à la source, la taxe au tonnage, les taux d'intérêt qui sont appliqués pour le maritime, les garanties pour avoir des crédits, donc ce sont des aspects que la marine marchande a voulu s'attaquer à ces aspects, mais vu que le responsable pour ces actions, sont les finances. Et les finances, ils veulent avoir une assiette fiscale qui est homogène. Et donc, je pense la marine marchande actuellement, on a ouvert un chantier de mise à jour de cette étude pour faire sortir un plan d'action qui soit réaliste et détaillé et pour nous permettre de s'attaquer à des aspects qui va nous permettre un petit peu de relancer le secteur maritime. Donc, et merci, c'est OK. Voilà, merci CNS. Donc, vous étiez très clair. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des choses qui, malheureusement, qui ne dépendent pas de marine marchande. Alors, pour vous répondre, je donnerai la parole directement à M. Jawadi Mohamed. D'accord?
Donc, M. Jawadi, donc, je vous donne la parole pour répondre un peu à la politique de marine marchande et juste de nous parler un peu sur comment vous voyez les choses, comment on peut déployer ce pavillon national. À vous aussi, Jawadi. D'accord, c'est Loukili, merci pour votre invitation. Avant tout, Ramadan Mubarak al-Jami'. Si vous permettez rapidement, je suis le représentant légal de l'association ARMA. Aujourd'hui, cette association est plus qu'une revendication professionnelle. Il vient simplement, et on le souhaite, compléter le puzzle de la communauté portuaire. Donc, pour juste dire, ces missions, s'articulent autour de deux axes principaux. C'est d'abord le développement, c'est la défense des intérêts de ces membres, mais aussi participer à l'essor du pavillon national. Ce n'est pas un club fermé, donc il est ouvert à tout le monde et marquable tout le monde. Et donc, voilà. Il nous est demandé dans cette intervention de parler sur les politiques de comment la marine marchande pourrait nous protéger donc les armements nationaux actuels, les différents modes de protection. Je voulais dire que d'abord, pour protéger les armateurs, il faut d'abord qu'il existe. Déjà, aujourd'hui, malheureusement, on constate avec amertume que la flotte aujourd'hui totalise un nombre de 14 navires. C'est presque le même nombre que le Maroc a hérité de la période post-coloniale. Donc, sans commentaire. Il faut d'abord, et majoritairement, ces 14 navires, opèrent presque majoritairement dans les segments de cabotage et de transport de passagers sur la desserte de Gibraltar. Et donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur l'importance d'avoir une marine marchande. C'est clair que cette question demeure toujours d'actualité. Avons-nous besoin d'une marine marchande? Les intervenants vont traiter de cette question, mais certainement tout le monde s'accorde qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour une flotte stratégique. Aujourd'hui, dans les incertitudes qui règnent au monde et les crises qui traversent le monde de partout, il n'est pas donc surprenant de voir que ces crises affectent un jour le secteur des transports mondial et Dieu sait quel impact serait sur les approvisionnements stratégiques de tous les pays. Presque tous les pays du monde ont su conserver une certaine flotte stratégique. C'est ce qui est aujourd'hui une revendication centrale. Le comment, ça va être certainement, et les leviers qu'il faut actionner pour y arriver, ça va être traité par les amis. Mais avant toute politique, quel qu'il soit, sectoriel, d'abord, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. C'est-à-dire que cette vision, c'est un petit peu qui doit ressembler à ce que nous souhaiterions ressembler dans un avenir, dans l'échiquier maritime. À quoi on veut ressembler? Quelle marine marchande? Quels sont les grands objectifs qu'on va réaliser? Quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour les réaliser? Quels sont les leviers qu'on va activer? Cette question, elle reste toujours d'actualité avant tout, et avant de parler de quoi que ce soit, il y a une vision. Et certainement, pour qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait volonté. Nous sommes autour de la table ici, certainement, nous sommes tous animés par cette volonté. Et donc, revenons à la question de cette flotte stratégique qui, à mon avis, aujourd'hui, doit constituer d'abord un départ en attendant que cette vision se développe, se concrétise. Mais d'abord, il y a urgence de penser à une certaine flotte stratégique dont il faut déterminer un petit peu les composantes. Maintenant, quand j'ai dit que pratiquement disons que l'activité principalement des armateurs actuels, c'est surtout autour du cabotage et de transport à passagers qui sont déjà protégés. Donc, mais par contre, il va falloir mettre les moyens pour les accompagner, pour se développer, pour sortir du cocon national et aller affronter la concurrence. Et là, la meilleure protection qu'un pavillon peut apporter, au-delà des autres leviers qui vont certainement être débattus, leviers fiscaux, légaux, etc., il y a un point très important. Il faut que les armateurs d'aujourd'hui et de demain puissent être en mesure de jouer de la concurrence à l'international. Et pour pouvoir jouer cette concurrence, il faut donc reconstituer le savoir-faire maritime. Et il est clair que pendant les glorieuses années, il y avait un certain savoir-faire que malheureusement aujourd'hui, il est menacé de disparaître. Simple comparaison, comme par exemple à l'étranger, donc quand il y avait cette migration des pavillons nationaux vers les pavillons de complaisance, il est simple, mais les intérêts demeuraient
donc sous contrôle de ces nations-là. Donc le savoir-faire y restait. Chez nous, ce n'était pas le cas. Le pavillon, simplement, il a disparu. Et il a donc, et donc la compétence, le savoir-faire, il est parti avec. Aujourd'hui, il y a urgence d'abord de reconstituer avant ça, ce savoir-faire. Il faut donc libérer ce qui existe, libérer un petit peu le potentiel marin. À mon avis, c'est le plus important. Parce que, et pour pouvoir se positionner dans ce contexte international, la question des armements nationaux, la question centrale de toute entreprise, c'est la pérennité. Il ne suffit pas de créer un pavillon, mais il va falloir le conserver. Et pour le conserver, au-delà des autres leviers que je viens de citer qui vont être traités, c'est surtout développer les compétences managériales en termes de secteur maritime. Et là, donc, qu'on peut résumer en deux mots, compétence, c'est être en mesure de créer un avantage concurrentiel, on se positionner sur un marché cible et se donner les moyens pour le conserver. Là, les pouvoirs publics, c'est là où réside le véritable rôle du pouvoir public. C'est là surtout. C'est l'armateur potentiel. Aujourd'hui, quand je parlais, j'ai cité un petit peu le cas de la nécessité de créer une flotte stratégique, le cabotage peut constituer un noyau de cette flotte. Et c'est donc, il nécessite un accompagnement tout azimut. Vous avez parlé des axes stratégiques, vous avez parlé de la stratégie et donc des actions que vous allez entreprendre. Donc, le cabotage, moi, je pense qu'il mérite toute l'attention actuelle et tous les supports. Et en termes de protection, il faut qu'il demeure réservé exclusivement au pavillon marocain. Mais avant de conclure, il faut aussi, et là c'est les pouvoirs publics, doivent d'abord assurer une concurrence loyale entre acteurs nationaux, mais collectivement les accompagner ensemble pour pouvoir un jour être en mesure de jouer de la concurrence et affronter le marché international. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes à Siloukili. 10 minutes exactement. Merci beaucoup, Monsieur Jawadi. Bon, finalement, il y a un chantier à faire. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Avant de donner la parole à notre invité ici, Jamal Gamra, Monsieur Khiyad, est-ce que vous me recevez? Il faut activer votre audio, Monsieur Khiyad. Il faut activer votre audio. Voilà, c'est bon. Vas-y. Alors, je donne la parole au Saad Riyad. Saad Riyad qui va nous parler un peu de la maîtrise du transport maritime et l'importance sur la compétitivité de la supply chain. À vous, Monsieur Riyad, à vous la parole. Saad Riyad, il faut activer votre audio. Activez votre audio. Vous l'avez désactivé. Votre audio désactivé. Voilà, il est activé. Vous pouvez parler, Monsieur Khiyad. Non, il faut parler avec les écouteurs. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Vous pouvez parler. Alors, pour gagner du temps, donc le temps que Saad Riyad va régler son audio, je donnerai la parole à Monsieur Jamal Gamra. Donc, je rappelle, vous êtes président de la Chambre des affaires maritimes, vous êtes aussi ex-PDG de la Côte-du-Nave et vous étiez aussi ministre du tourisme de la Tunisie. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en 10 minutes nous parler un peu la relation entre la compétitivité et une vision stratégique et un management des ressources? À vous la parole, Monsieur. Merci, c'est Ahmed. Bonjour à tous et merci pour les organisateurs de m'inviter à cette rencontre très importante pour parler d'un secteur si stratégique que le secteur du transport maritime
et aussi un secteur qui est un vrai facteur de croissance dans la zone qu'il dessert. Parler de la vision et des management des ressources en 10 minutes, je pense que c'est vraiment assez difficile. Moi, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon parcours donc à travers la CITIEN, car je le considère comme étant un parcours atypique pour la gestion d'une flotte nationale. Moi, je viens du secteur privé. J'étais le président du patronat dans la région de Sousse, qui est la deuxième ville économique de la Tunisie, lorsqu'il y a eu un nouveau gouvernement. Et je suis allé voir monsieur le ministre du Transport pour lui parler de ma région, lui présenter deux projets, un sur les quais croisiéristes, un autre sur les métros, et on a évoqué différentes questions, notamment le transport maritime. Je vais exprimer mon regret de voir la flotte nationale regresser, car lorsque j'étais élève officier à l'école de la marine marchande, je naviguais à bord des navires de la CITIEN, on avait une trentaine de navires, et à l'époque, il n'y avait que 5. J'ai exprimé ce regret. Quelques jours après, il m'appelle, discuter avec moi sur le thème, et il m'a proposé de prendre la responsabilité de la société. Je l'ai pris sans hésiter. C'est la première fois que quelqu'un qui vient du secteur privé pour gérer une entreprise publique. Et c'était un grand choc pour moi. Un choc avec une réalité là, dans une entreprise très importante pour l'économie, un vrai vecteur de croissance, d'échange avec tous nos partenaires économiques. Et je me trouve dans une entreprise qui est sincèrement, qui avait un défaut de gouvernance, une absence de vision, une atmosphère très morose. Le défaut de gouvernance s'exprimait au niveau du rôle que jouait le syndicat. Le syndicat qui s'occupait loin de ses fonctions syndicales pour intervenir d'une manière, je dis bien, et souvent abusive concernant l'activité elle-même. Concernant le rôle du conseil d'administration, qui est vraiment, qui comportait beaucoup de personnalités très compétentes. Mais malheureusement, l'activation de leurs décisions était loin de terrain. Il y a un défaut flagrant dans la gestion des ressources de l'entreprise, qui sont des vraies ressources de valeur. L'absence de vision, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Les gens de l'exploitation s'occupaient des problèmes quotidiens, des problèmes financiers, etc. L'atmosphère était morose, au point que 3 semaines après mon départ, il y a quelqu'un qui s'est suicidé si j'étais de la 4e étage. Alors là, j'ai pris la décision d'arrêter la j'ai fait appel à des psychologues et on a lancé une large exploration de écoute des gens pour voir ce qui se passe dans l'entreprise. J'en ai profité pour construire la vision. J'ai écouté tout le monde. On a consacré des jours et quelques semaines donc avec des experts pour lancer cette dynamique à l'intérieur de l'entreprise, écouter les gens, les laisser rêver aussi, exprimer leurs rêves. Et à partir de ça, je peux vous dire que donc il y a une amélioration dans l'atmosphère considérable, une amélioration considérable où j'ai découvert les compétences qui étaient cachées. J'ai vu un épanouissement extraordinaire, notamment des cadres de l'entreprise qui ont trouvé l'espace d'exprimer leurs compétences et leur ambition à travers leur entreprise. J'ai découvert leur amour aussi à cette entreprise. Et vraiment, on est allé à partir de là, de cette écoute, de ces ressources, d'exploration des ressources, de l'écoute, à une nouvelle reconfiguration de ces ressources, mais d'une manière réaliste. On a rêvé, mais d'une manière réaliste. C'est bien de rêver de revenir au transport de conteneurs, mais je savais pertinemment que je ne pourrais pas concurrencer ni Siama CGM, ni MERS, ni MSC. Donc, tout en étant réaliste, on a construit une vision. Une vision qu'on a éclatée en mission, en stratégique, en projet stratégique, et qu'on a exprimé même dans un outil de pilotage qui est un PS. Je pense que c'était la première fois qu'une entreprise nationale adopte un balance scorecard pour piloter une stratégie sur le terrain. Si Ahmed, si vous pouvez la mentionner juste en passant, c'était un document pour moi de communication pour toute l'entreprise. Et je partais vers les ministères qui ont un rapport avec le transport maritime. Je partais à travers tous les départements de l'entreprise pour vulgariser ce que c'est notre stratégie. Voilà où est-ce qu'on veut aller. Voilà où est-ce qu'on veut aller avec notre entreprise. Et ça a créé certainement une bonne ambiance dans l'entreprise. Au point que, je vais vous montrer un autre slide, si vous l'avez, sinon je peux en parler. Au bout d'une année de travail, chaque responsable, donc on est arrivé à gérer, ou bien le commandant de bord est arrivé à gérer son
ses comptes au voyage. À la fin du voyage, il peut savoir combien il a rapporté à l'entreprise et combien son voyage a coûté aussi. Il peut opter avec beaucoup de sens de responsabilité, tout ce qu'il consommait à bord et tout ce qu'il transportait à bord. Donc là, c'est un chiffre que j'ai voulu vous montrer combien, donc à travers les 5 années, comment cette période, donc une année qu'on a fixé une vision et un travail, donc on est arrivé au meilleur résultat dans la Méditerranée, sans des prix au mètre linéaire transporté principalement, et le prix de transport de taxes à bord de nos bateaux de transport de passagers. Bref, ce que je souhaite dire ici, c'est que cette rupture nous a incité, la rupture de devenir quelqu'un qui vient pour gérer autrement une entreprise, à lancer la mise à jour un peu et mis sur le relief l'importance de la stratégie, de la vision. On l'a exprimé. Donc, et son résultat était évident par la reconnaissance de tous les opérateurs sur le marché. Heureusement, le côté positif de rupture, la rupture que nous vivons maintenant avec le Covid-19, donc elle crée ce choc. Elle crée ce choc qui donne l'importance qu'il faut accorder à la vision. Les crises qu'à travers est passé le monde pendant ces dernières décennies, notamment, je cite la crise financière de 2008, nous a montré, nous, pays maghrébins et arabes, les difficultés qu'on trouvait pour trouver un armateur pour transporter notre phosphate, ou nous ramener ou transporter le pétrole, ou bien de nous ramener du blé ou transporter. Donc, il y avait une vraie difficulté suite à ces contextes. Également, aujourd'hui, on a vu comment, suite à la rupture causée par le Covid-19, tous les pays sont revenus pour puiser, chercher leurs vraies ressources, savoir les reconfigurer et en faire donc, pour s'en servir. Le Canada n'a pas pu trouver le soutien des États-Unis pour avoir des médicaments, l'Italie non plus de ses voisins français et allemands. Mais également, moi, j'ai fait la similitude avec le transport maritime. Dans ces périodes de crise, vous ne trouverez que vos propres ressources. C'est pourquoi donc, j'insisterai sur le retour à la reconfiguration des ressources pour construire une vraie flotte nationale. Configuration de ressources, ceci ne veut pas dire, voilà, c'est l'État qui dispose de 14 navires qui va les gérer. Non, mais bien un jumelage de toutes les ressources nationales, publiques ou privées. C'est là où en vrai, on peut évaluer la richesse d'une nation lorsqu'elle arrive à développer une collaboration positive entre tous les opérateurs publics et privés pour servir, pour donner ou prester un service. On parle du transport maritime. Donc, c'est là l'appel que je lancerai, c'est le reconfigurer les ressources. Donc, au niveau de la nation et au niveau des partenaires qui ont le même souci. Et là, je parle bien du Maghreb et des pays arabes. Donc, dans ce genre de circonstances, dans lesquelles on fait face aux mêmes défis, on garde toujours les mêmes ambitions. Lorsqu'on parle de ressources, c'est public, privé et inter-État. Donc, inter-pays arabe, inter-pays maghrébin. Ceci n'est pas un concept théorique, non. Bien, donc, vous savez, dans le contexte de rupture, dans le contexte de changement, c'est-à-dire on fait des virages stratégiques, on parle systématiquement des capacités dynamiques. C'est quoi les capacités dynamiques? C'est assurer une veille, si on peut voir les opportunités ou bien les changements qui vont se passer. Deuxièmement, assurer se préparer pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui sont créées suite à un changement stratégique, à une rupture. Et troisièmement, reconfigurer les ressources. Quelles ressources? Des ressources, bien entendu, matérielles et immatérielles, internes et éventuellement externes pour faire face à l'environnement qui nous entoure. Donc, je reviens pour insister sur la question de la vision, une vision qui porte un rêve réaliste à travers une reconfiguration des ressources dont on dispose et non pas des choses fictives qui sont dont on rêve. Est-ce que j'ai dépassé mes 10 minutes? Oui, oui, mais c'est très, très intéressant ce que vous dites parce que là, vous mettez les choses vraiment sur la route. Le message il est très, très clair. Je ne sais pas si Mustafa peut parler. Mustafa, c'est bon? Est-ce qu'on peut y parler? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
À vous la parole, c'est ça. Oui. Avant tout, je remercie tous les intervenants qui vont enrichir cette rencontre organisée par notre association. Et je passe directement parce que je suis un peu décalé par rapport à certaines interventions. Pourquoi ce thème, la maîtrise des transports maritimes pour une supply chain compétitive? La maîtrise a une signification beaucoup stratégique, beaucoup issue après une crise profonde dans une organisation et une rupture et définition des stratégies. Il faut une maîtrise des choses. Et la maîtrise au niveau de transport maritime, on peut la voir au niveau macroéconomique. Et là, je renvoie à la politique maritime. Est-ce qu'il y a une politique maritime? Et c'est la question qu'a posée Sil Jawadi sur est-ce qu'il y a une politique maritime? Parce que je ne peux pas parler de maîtrise s'il n'y a pas de politique maritime bien définie qui donne au pays une base institutionnelle sur laquelle va se reposer cette stratégie et qui va définir qu'est-ce qu'elle va maîtriser. Est-ce qu'elle va maîtriser le cabotage ou est-ce qu'elle va maîtriser le cabotage et l'international ou le short-side shipping, ou est-ce qu'elle va aller plus loin dans la filière de transport maritime, à savoir la construction, la réparation navale et tout le savoir-faire autour du maritime. Et à ce niveau-là, je peux vous dire le constat est alarmant au Maroc. Et c'est Mergaoui, il est là pour le dire aussi. Et c'est Mantras, s'il arrive, il va vous annoncer aussi son point de vue. C'est que il n'y a pas, c'est pour une raison que j'arrive pas à comprendre, qu'on a opté tout pour le port et on a oublié le navire. Et on a mis croix sur le navire. Lorsque la marine marchande dit au ministère des Finances que pour avoir une flotte compétitive, je parle toujours au niveau macroéconomique, il faut s'aligner à ce qui se passe chez tous les concurrents, à savoir la taxation, le tonnage, etc., et que leur disent non, 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 il faut harmoniser, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique. Pourquoi ces pays l'ont fait? Ils ont des ministères des Finances qui sont beaucoup plus exigeants que notre ministère des Finances, mais qui l'ont opté pour renforcer leur marine marchande et leur flotte. Au niveau méso-économique, lorsqu'on fait une filière, comment on peut maîtriser une filière? Et là, je me positionne par rapport à un pays qui veut s'industrialiser et qui veut encourager l'installation de certains types d'industries, qu'il faut maîtriser la chaîne logistique de l'approvisionnement jusqu'à la distribution. Est-ce qu'il y a une marine marchande compétitive qui peut se positionner dans cette chaîne comme un chaînon stratégique pour permettre l'acheminement ou l'approvisionnement pour ce pays? Je peux vous donner un exemple. Le Maroc est le premier exportateur de phosphate. Il n'a même pas un navire vraquier au Maroc, ni même pas sous pavillon de complaisance, parce que c'est une stratégie aussi. Beaucoup de pays intelligents, je peux vous donner même des pays qui sont embargo et tout ça. Prenez le cas de l'Iran. Il a plus de centaines de navires qui sont immatriculés sous pavillon de libre immatriculation. Et j'en passe, y compris la première puissance du monde. Et c'est une stratégie aussi pour nos armateurs, pour nos, ce qu'on appelle politique, je dis maritime. Alors au niveau microéconomique, vous savez, il y a un rapport entre chargeurs et transporteurs. Et ce débat, je l'ai entamé à l'époque où M. Léonard, qui est décédé il y a une dizaine de jours, le responsable de la marine marchande française, j'étais avec mon professeur Daniel Huillier au moment où on va donner CGM à CMA. Et pour dire comment il faut sauver la marine marchande. On a posé le problème de la maîtrise au niveau microéconomique aussi. Comment on va maîtriser le transport maritime si on a des chargeurs qui sont, je peux vous dire, qui optent toujours pour FOB, départ usine. L'usine Coterm, ils ne le maîtrisent pas.
Il n'y a pas de stratégie parce que pour maîtriser, il faut maîtriser dans les Incoterms l'utilisation de la flotte, s'il existe, ou de trouver une astuce pour maîtriser la chaîne jusqu'au bout. Personne ne s'intéresse à la maîtrise de la chaîne jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a toujours départ de mon usine, ça s'arrête là. Je parle pour les chargeurs, petits, moyens chargeurs marocains. Les multinationales, ils ont leur stratégie, qui sont installés au Maroc, ils maîtrisent leur chaîne. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent au niveau de la maîtrise. Alors, quelle relation entre maîtrise et supply chain, et en particulier supply chain compétitive? Si on ne maîtrise pas la chaîne, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution, on ne maîtrise pas du tout les leviers de la stratégie, à savoir la compétitivité au niveau de cette supply chain. À savoir, il faut qu'on sache comment la maîtriser d'une manière intelligente. Je ne dis pas de s'investir d'une manière lourde dans tous les moyens de transport maritime, ferroviaire, routier, etc. Mais de savoir comment gérer tout ça, mais tout en gardant pour la partie maritime sa place. Je reviens. Il y a tout un débat sur... je peux vous dire, il y a une utopie intéressante que je peux vous proposer. Payer sans flotte. Il y a des gens qui disent payer sans flotte. Et on va compter sur quoi? Sur le marché international. On va laisser les opérateurs, parce qu'il y a tout un discours idéologique. Ils vous disent le taux de fret est bas, le taux de fret des conteneurs est bas, et donc le chargeur profite de cette situation. Dans le domaine de vrac, la même chose. Et pourquoi aller se casser la tête d'à faire des investissements, aller affréter, aller donner le fret aux opérateurs? Je parle de ceux qui sont les méga carrières, etc. C'est complètement faux. Vous prenez tous les pays qui ont été industrialisés en Asie, y compris en Amérique latine, le Brésil, leur vecteur de stratégique, c'est le transport maritime. Vous me donnez le cas de la Chine, le cas de la Corée, le cas le cas du Vietnam, et je passe. Vous prenez le cas d'un pays de la Méditerranée, la Turquie. Elle maîtrise le vecteur maritime de la construction, de la réparation et de la flotte. Donc, ce n'est pas s'amuser de dire, bah, puisque le marché est favorable, ce n'est pas la peine d'investir, aller investir ailleurs. Vous savez que cette crise et d'autres crises, ils ont montré que la faille de ceux qui comptent que sur le marché. Parce que maîtriser, mon ami Jamel vient de soulever cette rupture, cette prise de conscience que le secteur maritime est fondamental. Un pays qui a 3500 km de côte, il n'a même pas une politique maritime. Moi, je m'adresse à haut niveau pour le dire, mais c'est vraiment inquiétant. Feu Hassan II, c'était dans son ouvrage, c'est quelque chose de stratégique. Et s'il y a une mauvaise gestion au niveau de la Commanave et d'autres, ça c'est un autre problème. Mais de dire qu'il faut liquider, moi, ce qui m'a étonné politiquement, le ministre. Oui, Sir Khiyat, vous avez un problème de sang. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? C'est des soi-disant des nationalistes à CMA-CGM. Oui, alors je reviens. C'est un ensemble de questions, parce que je ne veux pas rentrer dans les débats. Il y a certains qui disent pourquoi il faut des objectifs, et quels sont les moyens pour aboutir à ça. Je reviens, c'est qu'on se situe par rapport, il faut qu'on définisse déjà une stratégie. Et c'est là où je reviens à Si Jawad et à Si Jamel, que ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose de fondamental. Sinon, on va rester dans le discours et on va rester beaucoup plus centré sur l'équipement portuaire et on oublie le vecteur clé et stratégique. Et merci. Merci, professeur Mustafa Khiyat. Je rappelle, vous êtes président de l'AMLOC. Donc, je demanderai à M. Jouadi de rester avec nous, mais sans webcam, pour permettre à Si Ali Mghrabi et Si Rachid Tahri de nous rejoindre par leur webcam. Maintenant, je donne la parole à notre cher Haj Si Mohamed Mergaoui, avec toute son expérience. D'accord.
Si vous avez à vous la parole. Prière, votre audio, s'il vous plaît. L'audio, s'il vous plaît, l'audio. Si Mergaoui, il faut activer votre audio. On ne vous entend pas, si Mergaoui, on ne vous entend pas. Il faut activer l'audio. Il a l'audio désactivé. Si Mergaoui. Je rappelle que Simer Gaoui, il a une expérience très grande dans le maritime. Il était directeur général de la marine marchande. Il était aussi secrétaire général du ministère d'équipement, président de DEFMAR. Et c'est un maritimiste de haut niveau. J'espère qu'il va activer son audio. Simer Gaoui. Alors, en attendant, Simer Gaoui, que vous réglez le problème de votre audio, alors je vais donner la parole à Si Ali Marabi, qui vient de nous rejoindre, notre expert de l'AMLOC. Si Ali Marabi, s'il vous plaît, directement, quelle relation entre le shipping et l'économie? Merci. Bonjour chers intervenants, bonjour Monsieur Loukili, notre modérateur. Merci pour toute l'assistance qui a manifesté un intérêt certain pour ce thème. Je voudrais dire que tous les économistes s'accordent aujourd'hui sur un point où qu'il existe une relation très étroite entre les échanges commerciaux et la croissance économique. Néanmoins, la croissance économique ne suffit pas à elle seule. Elle ne suffit pas à assurer une transition vers un processus de développement et de transformation. Je suis en train de vous lire un petit peu un condensé de l'étude que j'ai préparée avant de débattre un petit peu des différents sujets. Quant aux échanges commerciaux, ils concernent les échanges de capitaux, de produits et de services entre les pays. Ils sont devenus un élément essentiel du PIB de la plupart des pays. C'est la raison pour laquelle se pencher sur les caractéristiques de ces échanges et de leur support constitue pour chaque pays une nécessité stratégique en vue d'en déterminer les leviers et moduler sa politique économique. Disons cela, plusieurs études sur le trafic maritime, sur la capacité des flottes, sur les services de transport et sur les activités portuaires rapportaient qu'il y ait une dizaine d'années, le trafic mondial s'est accru à peu près de 4%. Tandis que le tonnage de la flotte mondiale, lui, il croissait à un rythme plus rapide, à peu près de 10%. Les armateurs ayant pris livraison des navires qu'ils avaient commandés avant la crise de 2008, ils ont pris livraison en 2011. Donc, l'offre a été supérieure à la demande, ce qui a donné une baisse des taux de fret qui était bénéfique donc pour les chargeurs, qui était mal accueillis par les armateurs, mais cette transaction entre les importateurs et les exportateurs a permis de relancer le commerce mondial. Parallèlement à l'évolution de l'économie mondiale et du commerce mondial des marchandises, le commerce maritime international a poursuivi sa croissance, stimulé par la forte croissance des secteurs du trafic containerisé et du vrac sec. On s'accorde à reconnaître l'importance du transport de fret en tant que moteur du commerce, en tant que moteur de la croissance et du développement social. Toutefois, il y a des incidences quand même négatives sur les activités de transport, sur l'environnement, la santé et le climat, qui ne cessent d'inquiéter. Sans s'attarder à citer les analyses et projections qui démontrent la relation étroite entre le shipping et la croissance économique et l'économie, je voudrais exposer ce qui se rapporte à l'ouverture commerciale de l'économie marocaine, entamée depuis son adhésion au GATT en 1987 et à l'OMC en 1994, ce qui est concrétisé par la signature d'une multitude d'accords entre les pays d'échange. Cette ouverture s'est traduite par un accroissement des échanges avec le reste du monde, suscitant ainsi
un fort besoin de matières en infrastructures, de services et de transport. Dans ce contexte, le transport maritime qui assure plus de 95% du commerce extérieur marocain est considéré comme un secteur névralgique. La position géographique du Maroc sur le détroit, à un carrefour important des échanges commerciaux reliant l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques, fait du transport maritime le moyen certain d'intégration de l'économie marocaine dans l'économie mondiale. L'importante évolution de la structure des échanges sur les 2 dernières décennies a engendré un besoin grandissant en matière de transport maritime. Le Maroc a changé sa politique vers d'autres marchés pour être dépendant de ses partenaires historiques qu'est l'Union européenne, où les exportations sont passées de 77% en 1990 à 55% en 2017. Et les importations, quant à elles, sont passées de 61% à 50%. Ça veut dire que la stratégie du pays a complètement changé pour avoir une indépendance. On veut avoir une indépendance au niveau des échanges. Qu'en est-il de l'indépendance qu'on doit rechercher par rapport à notre secteur stratégique naval? Le Maroc a investi dans les infrastructures portuaires et la mise à niveau des différents ports, 12 ports, 75% du trafic national import-export, 25% du trafic transbordement à Tanger-Med, le fleuron des ports marocains. Mais la stratégie portuaire du Maroc à l'horizon 2030 vise à assurer un développement harmonieux et intègre dans les ports du royaume qui seront regroupés dans 6 pôles. Donc, je vais aller un peu plus vite pour dire que ce regroupement vise à aligner la gestion de l'organisation des ports marocains sur les standards internationaux qui doit prendre en considération la déclinaison territoriale en tant que moyen de gouvernance. Et il s'appuie sur des systèmes complémentaires de recherche de synergie entre les différents ports. Cette dynamique devant bien entendu être accompagnée par des services portuaires de qualité, des services en navire, pilotage, remorquage, etc. Mais après ce positionnement du secteur maritime dans les rouages nécessaires à la croissance économique, tant par le besoin de développement des échanges entre pays que par le support incontournable de ces échanges. Donc, après avoir survolé, je dirais modestement, la place de ce secteur dans l'économie marocaine et ensuite dans la stratégie maritime du Maroc, en mettant l'accent surtout sur les investissements faits dans les infrastructures portuaires, et il est toutefois nécessaire de se poser la question sur la flotte marocaine et sur le pavillon national. Monsieur El Khayat l'a dit, nous l'avons répété à plusieurs reprises, notamment dans la commission de la stratégie maritime du Maroc à l'horizon 2030. Qu'en est-il de l'outil naval? Le commerce maritime international a plus que doublé sur les 2 dernières décennies, impliquant par là nécessairement une progression de la capacité de la flotte mondiale. Dans ce contexte, qui était favorable aux pays en développement, la capacité de la flotte marocaine, elle a accusé une régression notable et le pavillon national un fort déclin. L'ouverture de l'espace maritime, ce qu'on appelle l'open sea, je n'invente rien, et les conséquences concurrentielles sur les compagnies marocaines privées, ainsi que la privatisation de la compagnie nationale, ont lourdement contribué à la situation actuelle qui perturbe et qui perdure depuis bientôt 8 ans. Alors, n'était-il pas stratégique de maîtriser le support de son économie et de son indépendance sur le marché des échanges? N'était-il pas primordial d'investir dans une flotte à même d'éviter de subir les aléas des marchés de l'affrètement, quelle que soit la nature de l'immatriculation, que ce soit sous pavillon national ou sous pavillon de bis, je dirais, une flotte en propre est la garantie et le seuil de sécurité pour une économie dans un contexte concurrentiel en mutation. Donc, après avoir exposé tout cela, je pense que dans le laps de temps qui m'est imparti, je pense que
Nous ne pouvons pas se battre au niveau concurrentiel avec des infrastructures portuaires que nous faisons pour les autres, avec tous les investissements, ce que dit M. Khayat sur la partie du ministère des Finances qui ne taxe pas comme les autres. Le pays le plus libéral du monde, la première puissance économique, c'est le pays le plus conservateur et vous ne pouvez pas prendre un gramme de blé sans utiliser ses propres navires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Ali. Si Mergaoui, on n'arrive toujours pas à vous avoir parce que la problème de son, mais on va vous passer directement par le PC. On a un petit problème technique. Bah, si Mergaoui va parler directement. Allô? Oui, allez-y, c'est Mergaoui. Très bien. Bon, avant tout, je remercie l'AMLOC et son président de m'avoir invité à participer. Bon, je pense qu'il y a une unanimité qui se fait depuis cette intervention. Tous les intervenants sont pour une flotte marine marchande marocaine. Il y a quelques années, bon, je pense pas le Maroc avait une flotte conséquente composée de vraquiers, de transport de passagers. Le Maroc avait la première flotte mondiale d'acide phosphorique. Et tout ça était une politique qui a été suivie dans les années 70-80 pour arriver à une certaine indépendance stratégique pour le transport maritime. Bon, il y a un déclin, mais je suis très très heureux qu'aujourd'hui, tous les intervenants sont pour le développement de leur flotte. Si on voit un petit peu l'évolution de notre ami de la marine marchande, c'est Anas, il a dit qu'il y avait 150 millions de tonnes de marchandises, plus de 4 millions de passagers. Donc, il y a du marché. Et les 27 milliards à dépenser en fret, on pourrait bien les économiser et les investir dans notre économie. Et créer d'emplois. Comme a dit Khayat, il y a le navire, mais il y a tout ce qui est autour du navire. Nous avons les compétences nécessaires. Comme a dit Jawad, il y a beaucoup de compétences marocaines. Et il y a tout ce qu'il faut maintenant, c'est une volonté politique pour que le Maroc puisse avoir son indépendance et compter sur lui-même pour développer son commerce extérieur, parce qu'on ne pouvait pas rester entre les mains des armateurs qui, du jour au lendemain, peuvent ne pas permettre à l'économie marocaine d'exporter ou d'importer. Donc, il y a trois conditions, je pense, pour le développement. Une première condition, c'est les opérateurs dans le domaine de la marine marchande. Il faut une très bonne gouvernance. Ça, c'est très important. On a eu des expériences malheureuses qui ont abouti aux disparitions de certaines flottes. Il y a aussi la revue avec un benchmarking en ce qui concerne la fiscalité. Et le troisième, c'est les hommes. C'est la politique maritime en ce qui concerne les marins, les officiers, tous les embarquements, en ce qui concerne le travail maritime, le rôle des syndicats. Donc ces trois éléments
la gouvernance, la fiscalité et le social permettra à une flotte de survivre. Voilà, c'est mon intervention. Je ne voudrais pas trop, parce que tout ce qui a été dit, je l'approuve et nous sommes très heureux. Comme a dit Sijawadi, les compétences existent, il faut juste les canaliser. Et je propose à ce que un conseil national de la marine marchande, regroupant tous les intervenants, puisse avoir été institué au Maroc pour aider les pouvoirs publics à tracer une politique maritime au Maroc. Et merci. Merci beaucoup, Simergawi, et on s'excuse pour ce petit problème technique. Je demanderai à Si Bouzouba ou Si Tari de activer leur webcam pour qu'on puisse les voir. D'accord? Donc, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on est d'accord. C'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. On est d'accord sur ce qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, je pense qu'on a répondu à la question, est-ce qu'il y a un lien entre le pavillon national compétitif et la supply chain? Maintenant, on va avoir l'avis des chargeurs, l'avis des commissions de transport et l'avis des experts sur cette question-là de relation entre pavillon national et compétitivité de la supply chain. Je vais commencer par M. Tahri. M. Tahri, est-ce que vous me recevez? M. Tahri, est-ce que vous me recevez? M. Tahri, est-ce que vous me recevez? Oui, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez activer votre webcam, M. Tahri? Ben, je suis sur mon portable parce que le PC n'a pas marché. Alors je ne sais bon. pas si… Donc, on vous écoute. Alors, M. Tahri, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le pavillon national et la compétitivité supply chain? À vous. Au point de vue des commissions de transport. Merci, Siloukeli. Bonjour à tout le monde. Je suis très content de participer à ce webinaire parce que d'abord, je retrouve que des amis. Ça fait plaisir. Il y a le professeur Khayat, Sibou Zouber, Semergawi. Donc, moi, je voudrais commencer d'abord par la question de la libéralisation. La libéralisation, à mon sens, c'est quelque chose qui a été fait dans la précipitation, sans prendre en considération les opérateurs marocains. Parce que nous avions une flotte intéressante, une flotte importante, comme il disait Semergawi, mais malheureusement, et nous avions des agents maritimes aussi qui sont toujours là et qui ont toujours été performants dans leur domaine d'activité. Malheureusement, au lieu de faire une libéralisation progressive de manière à ce que ces mêmes agents maritimes deviennent eux-mêmes des opérateurs, eux-mêmes des armateurs, on a ouvert d'une manière agressive et ce qui a donné ce désastre que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est déjà le constat par rapport à mon sens, par rapport à ce qui s'est passé. Entre-temps, bien sûr, nous avons vu naître et grandir des armateurs marocains. Et malheureusement, entre-temps, il y a eu la crise de 2007 qui les a anéantis parce qu'il y avait derrière, il n'y avait pas d'accompagnement. Oui, il y avait des finances, on finançait, mais on n'accompagnait pas parce qu'il y a une différence entre accompagner et financer. Donc, et là, on a vu bien sûr la chute catastrophique après la vente de la Comanave et bien sûr entre Comarit et INTC. La question, à mon sens, en tant qu'opérateur et organisateur du transport international, ma question est toujours, est-ce que faut-il avoir effectivement une flotte marocaine
ou faut-il contrôler le fret, comme il disait professeur Khayat? Effectivement, moi, je pencherais peut-être plutôt vers contrôler le fret, parce que quand on contrôle le fret, on a la possibilité de ramener les armateurs qu'on veut, on a la possibilité de développer notre flotte propre, mais si on ne contrôle pas le fret, il n'y a pas cette possibilité justement de développer une flotte de propre marocaine. Alors, la problématique réside à deux niveaux. La première, c'est que nos exportateurs et nos importateurs ne maîtrisent pas, justement, il a dit avant moi, c'est le professeur Khayat, ne maîtrisent pas les incoterms. Parce que la maîtrise des incoterms est très importante quand vous êtes dans l'international. Quand vous êtes dans le commerce international, vous devez contrôler, vous devez comprendre les incoterms, les responsabilités et le devoir par rapport à votre importation et exportation. Et quand on parle de contrôler l'incoterm, mais le plus important, c'est ce qu'ils font beaucoup de pays, c'est qu'ils demandent à leurs opérateurs de maîtriser cette partie, parce qu'en maîtrisant cette partie, on maîtrise aussi le fret. Le deuxième point, c'est qu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu des chargeurs, justement, et ça rejoint le premier volet, des chargeurs suffisamment aguerris pour justement se réunir, enfin se réunir autour de cette problématique. Et comme ce qui a été fait à l'époque, on se rappelle très bien des chargeurs réunis en France et j'en passe, il y a d'autres expériences dans d'autres pays où ils ont pu eux-mêmes justement se développer et devenir des armateurs puissants. La question du contrôle de fret nous ramène toujours à la maîtrise aussi de la flotte. Le deuxième point, et je pense que les experts qui sont là, ils sont mieux outillés que moi et maîtrisent mieux que moi la problématique fiscale, la problématique de travail. Bon, moi, par ma petite expérience que j'ai passée dans le transport maritime, on avait toujours, bien sûr, cette problématique avec les gens de la mer concernant la problématique du code de travail et la problématique, bien sûr, de la partie et aussi par rapport et aussi vis-à-vis de l'État par rapport à ce fameux pavillon bis. Et je pense que si l'État, aujourd'hui, je pense qu'il y a une problématique fondamentale, c'est que l'État n'a toujours pas compris que la souveraineté d'un pays passe par le fait d'avoir un pavillon. Encore d'autant plus pour le Maroc, parce que nous avons nos exportations qui souffrent quand ils veulent arrêter, quand les étrangers, les armements étrangers veulent arrêter, ils arrêtent et nos opérateurs souffrent. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, aujourd'hui avec le Covid, nous avons au départ de Tangemed, nous avons un seul départ, par exemple, sur l'Italie. Qu'il y a des départs quand même via Al Jazeera, mais via Al Jazeera, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez le fret. Nous avons tous les opérateurs, les armateurs que nous avons sur le détroit sont des étrangers, pratiquement à 99%. Alors que les accords que nous avons, bien sûr, et vous le savez mieux que moi, les accords que nous avons sont des accords, bien sûr, du 40-40 et 20. Donc, aujourd'hui, du point de vue opérateur ou organisateur de transport à l'international, nous sommes en train de travailler tous de manière à contrôler le fret. Bon, je peux dire par exemple au départ de Chine, nous sommes à 50-50 aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire 50% contrôlés par les Marocains et 50% contrôlés par les Chinois. Au niveau de l'Europe, quand on parle de l'Europe, nous avons, à part le fret, à part l'exportation en transport réfrigéré, tout le reste n'est pas contrôlé par le Maroc.
Vous avez les multinationales dont il a parlé, monsieur professeur Khayat. Oui, il y a un jeu. Là-dedans, il y a un jeu, un autre jeu. Ça, c'est avec les multinationales. Vous trouvez que le fret est payé et contrôlé par la société marocaine, par la filiale marocaine, mais c'est dans notre sens. C'est un jeu de trésorerie. Ça, c'est un jeu de trésorerie vis-à-vis de la filiale marocaine. C'est fait dans un but bien précis. Mais la question qui reste toujours posée, c'est que l'État ne veut pas comprendre, parce que aujourd'hui, on ne va plus se cacher la face. Nous ne pouvons pas concurrencer les méga carrières. Ce que nous pouvons faire, c'est travailler sur des niches. Et les seules niches qui nous restent sont le Détroit, la Méditerranée, vers à partir de la partie, la Méditerranée, c'est la partie bien sûr sud de la Méditerranée. Non, pour nous, c'est le nord. La partie Marseille, Sète, la partie italienne, c'est les seules zones où nous pouvons encore être, on va dire, compétitifs, parce que c'est question de proximité. C'est la question de proximité. Après, nous avons l'Afrique. Mais l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui. L'Afrique ne pourra se développer qu'à travers, parce que le transport maritime est lié aux accords de libre-échange, les accords bilatéraux, aux accords multilatéraux, ne peut se développer qu'une fois que nous avons ces accords. Aujourd'hui, avec l'Afrique, nous n'avons pas vraiment d'accord. Nous avons quelques accords commerciaux, mais nous n'avons pas d'accord de libre-échange. Bon, bien sûr, avec la réintégration du Maroc dans l'Union africaine, changera cette donne, et on pourra bien sûr, parce que nous avons la possibilité d'aller en Afrique, effectivement, nous avons les compétences. Moi, je défie quiconque qui dit que nous n'avons pas de compétences. Ça, c'est archi faux. Nous avons toutes les compétences qu'il faut pour justement avoir des lignes maritimes, avoir une flotte maritime marocaine à 100%. Mais la problématique réside toujours. Est-ce que nous avons une politique maritime? Et là, je rejoins le professeur Khayat. Et moi, je dirais, est-ce que nous sommes, malgré les 3000 km, est-ce que nous sommes des gens, des agriculteurs, ou nous sommes des maritimistes? C'est la question que je me suis toujours posée. Est-ce que nous sommes des gens de la terre? Parce que nous tournons toujours le dos à la mer. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Nous avons toujours le dos à la mer. Nous n'avons jamais donné de possibilité à la mer. Aujourd'hui, nous donnons la possibilité à plusieurs, il y a des stratégies, et nous donnons la possibilité à plusieurs secteurs de se développer. Mais dès qu'on arrive au transport, et je peux dire aussi le transport routier, parce que je suis aussi de l'autre côté, puisque je suis le vice-président de la Fédération de transport, nous avons aussi cette problématique. Dès qu'on touche à la partie transport, on a cette problématique où l'État pense que ce n'est pas un bon investissement. Alors que dans tous les pays du monde, les pays se sont développés grâce au transport, qu'il soit transport maritime ou autre. Et voilà, merci beaucoup. Merci J'espère beaucoup. que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, monsieur Chapali. Toujours un plaisir de vous écouter. Donc, il nous reste, est-ce que vous m'entendez, monsieur Matrache? Oui, je vous entends. Alors, je donne la parole à monsieur Matrache. Vous êtes vice-président de l'ASMEX. Donc, sur l'avis des chargeurs, sur ce point, la liaison entre le pavillon national et la compétitivité sur supply chain maritime. À vous, monsieur Matrache. Bonjour, mes chers amis. Je remercie Khayat, président de l'AMLOG, mon ami qui m'a invité, m'a fait l'honneur d'être speaker dans ce important événement. Je remercie aussi tous les participants, parce que par ici, c'est complet, je le vois sur mon écran. On est à 100% des participants. Bon, on demande aux chargeurs son avis sur la flotte nationale maritime. Ben, à la SMEX, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être vice-président,
son leitmotiv, c'est comment créer une flotte nationale forte et comment l'encadrer pour sa survie et sa pérennité. D'ailleurs, la SMEX a fait des tas de tentatives, des écrits au gouvernement, des réunions avec les ministères concernés pour essayer d'avoir une stratégie, une vision et surtout une feuille de route pour encourager les investissements dans le domaine du transport maritime. C'est vrai, vous allez me demander pourquoi la SMEX demande ça. Eh bien, c'est tout à fait simple. D'abord, si on encourage à la création de pavillons marocains, et donc des bateaux qui vont être là, ça va augmenter la capacité, l'offre, et donc ça va faire jouer la concurrence. Et donc ça va baisser les taux de fret en faveur du chargeur et donc le consommateur marocain. C'est une évidence très simple. Nous encourageons la création du pavillon marocain pour un petit peu contrebalancer le pavillon étranger et créer une libre concurrence pour baisser les taux de fret. Et on ne peut pas faire ça si on n'a pas de flotte nationale. C'est quasiment impossible. Donc la création davantage de concurrence est primordiale pour l'économie marocaine. Alors, pourquoi aussi avoir cette flotte marocaine? Parce que les étrangers jouent leur rôle. Ils sont là pour assurer des lignes régulières. Mais pour les méga transporteurs, le Maroc est epsilon, ça ne représente rien du tout. L'économie marocaine ne représente que 0,15% par rapport à l'économie mondiale. Alors que pour un Marocain, transporteur qui investit dans le maritime, son centre de concentration va être le Maroc. S'il fait au Maroc quelque chose comme 50 000 TEUs par an ou 200 000 tonnes de vrac, eh bien, c'est un intérêt important pour lui. Il va mettre toute son énergie et sa concentration pour essayer de réussir le challenge marocain. Ce n'est pas comme quelqu'un qui, pour lui, un étranger qui, pour lui, le trafic marocain, son volume, c'est epsilon. Le Maroc doit considérer le transport maritime comme étant stratégique. Rappelez-vous, nous avons eu un incident où les Espagnols, ou plutôt le syndicat des agriculteurs espagnols, avaient bloqué la frontière à Algeciras pour interdire un peu le passage de nos camions et donc de tous nos produits agricoles primeurs et légumes. Eh bien, la seule façon qui a sauvé toutes nos exportations d'agricoles primeurs à l'époque, c'était la flotte marocaine disponible à l'époque. Nous avons dévié avec tous les camions, avec les bateaux marocains, la marchandise depuis Tanger sur le sud de France. Donc, c'était pour nous une question stratégique d'avoir cette flotte à disposition pour des questions. Il y a d'autres questions stratégiques qui sont aussi importantes. Alors, aussi, le fait d'encourager la création de pavillons marocains, ça aide et ça contribue à la diminution du chômage des marins marocains. Nous fabriquons des marins de bonne qualité, qui sont très performants, qui sont compétents, mais finalement en faire des chômeurs. Il faut créer un pavillon marocain pour assurer leur recrutement et leur embauche pour que le travail continue au service du commerce extérieur. Alors, nous ne pouvons pas dire seulement il faut une flotte marocaine, mais une flotte marocaine avec la concurrence acharnée aujourd'hui qui existe dans les transports maritimes, on ne peut pas livrer le pavillon marocain dans la gueule du loup. Il faut bien entendu améliorer l'environnement des entreprises armateurs marocains, améliorer leur fiscalité. Il faut qu'elles deviennent comme leurs confrères à l'étranger. Et les au tonnage et les forfaitaires à l'année. Il faut améliorer la compétitivité de leur assurance et leur permettre de pouvoir contracter une assurance dans les marchés étrangers les plus compétitifs. Parce qu'un armateur marocain, ce n'est pas la peine d'investir si vous ne lui donnez pas toutes les chances d'être compétitif dans le marché étranger. Il y a aussi l'amélioration des restrictions administratives et sociales au Maroc. On ne peut pas demander à un armateur de mettre, par exemple, 30 bonhommes à bord si le même taille ou la même
types de bateaux avec un pavillon étranger ne naviguent qu'à 15 bonhommes. Donc, il y a beaucoup de contraintes de ce genre qui font que ça pèse lourdement sur l'investissement. Et surtout, la chose extrêmement importante que nous avons remarquée à la SMEX et que je voudrais attirer votre attention sur cela, c'est l'accès au crédit pour investir. Sachez que depuis qu'il y a eu des cadavres dans l'armement marocain, les banques ont placé l'armement maritime en tête des affaires à risque, des investissements à risque. Et donc, depuis lors, ils ne donnent plus, ils n'octroient plus de crédit, ils n'accordent plus de possibilités d'investissement au privé pour essayer de réaliser des bateaux sous pavillon marocain. Alors, et ça vient d'où? Eh bien, ça vient tout simplement que nous devons absolument, en tant qu'ASMEX, en tant que communauté tout court, nous devons exiger et demander à ce que l'État marocain garantisse les prêts qui sont accordés par les banques pour l'investissement dans les transports maritimes. On ne peut pas avoir de flotte si on n'a pas une garantie de l'État pour les investissements et pour les crédits accordés par les banques. Alors, bien entendu, on ne peut arriver à ce genre d'objectif que si, et ça a été bien souligné, dit par les speakers qui m'ont précédé, d'avoir une vraie stratégie, une volonté politique et aussi une feuille de route pour aller de l'avant. Alors, moi, je suggère de sortir de ce webinaire avec un communiqué de presse, pourquoi pas une lettre au chef de gouvernement, pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait une garantie de l'État pour que les banques puissent commencer à accorder des crédits aux armateurs et aux sociétés privées qui veulent investir et ne plus laisser en tête de liste des secteurs à risque des transports maritimes. Alors, au sein de la SMEX aussi, on voit que investir aujourd'hui dans le pavillon marocain, et ça a été dit par le représentant de la marine marchande que je remercie, le seul secteur où il peut s'épanouir aujourd'hui, c'est les secteurs protégés. Et les secteurs protégés, c'est le cabotage et un petit peu les ferries. Alors, si on veut réellement avoir une vraie ambition de flotte marocaine et l'élargir à l'international, il faut qu'il soit protégé, il faut trouver des niches qu'il faut protéger pour garantir que l'armateur marocain puisse non seulement être pérennisé, mais aussi rester compétitif. Pour terminer, au sein de la SMEX, nous avons un leitmotiv que nous défendons, surtout après cette crise. C'est la défense du Made in Morocco. Et j'estime que pour moi, d'après ma lecture, charger avec le pavillon marocain, c'est favoriser et donner la préférence au Made in Morocco. Donc, c'est important aussi de défendre cette question, mais faut-il encore que nous ayons réellement une vraie flotte qui rayonne et qui est compétitive et qui est aussi qui offre aussi des services de qualité. Voilà, je vous ai donné justement mon point de vue en tant que chargeur. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reviens vers vous tout à l'heure. On est resté connecté avec nous. Je donne tout de suite la parole au commandant Abdel Fattah Bouzouba, une grande expérience dans le maritime. Votre point de vue comme expert maritime sur cette question-là. À vous, commandant. Commandant, est-ce que vous me recevez, commandant? Vous avez le son normalement allumé, mais je ne vous reçois pas. Vérifiez les écouteurs directs, commandant. Est-ce que vous pouvez désactiver et activer votre son? C'est bon maintenant? C'est bon, on vous entend. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Je voudrais commencer par remercier
l'AMLOG en la personne de son président et M. Loukili d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité à y participer. Merci. Alors, la question qu'on m'a demandé de traiter est celle de savoir quel lien existerait-il entre le pavillon national et la compétitivité de la supply chain maritime. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler 3 chiffres qui sont très importants. Le premier, c'est que les 35 premiers pays d'immatriculation des navires concentrent 95% de la flotte mondiale. D'accord ? Le deuxième chiffre, c'est que les 3/4 du tonnage de la flotte de ces 35 pays, qui donc concentrent 95% de la flotte mondiale, sont immatriculés sous pavillon de libre immatriculation. Enfin, le troisième chiffre, c'est que dans les transports conteneurisés, les 10 premiers armateurs, les méga-carriers, contrôlent 90% du trafic international. Voilà. Les chiffres que je viens de citer montrent que la globalisation a conduit à au moins 2 choses. Premièrement, une concentration de la flotte de commerce mondial sous un petit nombre de pavillons. Donc une trop grande concentration sous un petit nombre de pavillons. La deuxième chose, c'est la prépondérance des pavillons de libre immatriculation. Alors, la réponse à la question de savoir s'il y a un lien entre le pavillon national et la compétitivité de la supply chain maritime est donc non. Il n'y a pas de lien si on veut être franc. Il n'y a pas de lien, donc, mais il faut préciser, dans le monde d'avant la Covid-19. Et cette situation, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue. Je rappelle que la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, adoptée en 1986, imposait l'obligation d'un lien entre le navire et l'État dont il bat le pavillon. Cette convention n'est toujours pas rentrée en vigueur près de 4 décennies après son adoption. Ça veut bien dire qu'elle n'arrangeait pas les affaires de la globalisation. Et cela explique donc la prépondérance des pavillons de libre immatriculation dans lesquels le lien entre navire et état du pavillon est très lâche, pour ne pas dire inexistant. Mais il faut rappeler que le trafic conteneurisé n'a pas toujours été dominé par les méga-carrières, loin de là. Pour ce qui concerne le Maroc, jusqu'à la fin des années 80, il existait plusieurs lignes régulières directes desservies par plusieurs armateurs marocains et européens reliant le Maroc à l'Europe qui absorbaient les 2/3 de ces échanges extérieurs. Alors actuellement, pratiquement tous ces trafics ont été intégrés par les méga-carrières dans leurs services mondiaux Est-Ouest et Nord-Sud. Il faut dire que cette intégration a été favorisée par la situation géographique du Maroc, qui est à la croisée des routes maritimes Est-Ouest et Nord-Sud. Pour compléter le tableau, il faut dire que l'usine du monde, qui est la Chine, génère le tiers du trafic international et que parmi les 10 premiers ports mondiaux, 7 sont chinois. L'épidémie de Covid-19, comme certains des intervenants l'ont souligné, semble avoir fait prendre conscience aux décideurs politiques, de la nécessité de relocaliser la production au niveau national ou du moins régional. Si, je dis bien si la production est relocalisée, cela entraînera la baisse de la taille des navires et l'augmentation du nombre de navires. La question qui va alors se poser dans le monde post-Covid
Covid si la production est relocalisée? La question qui sera posée alors est comme celle qui s'oppose dans le secteur de la pêche à la sardine. Vaut-il mieux avoir 10 bateaux de pêche sardiniers employant chacun 30 personnes, 30 marins, et pêchant chacun 15 tonnes par jour, ou bien avoir un navire-usine employant 30 personnes qui pêchent 150 tonnes par jour? Alors, si on s'inspire de ce modèle, il y aura une place pour le pavillon national dans la supply chain maritime post-Covid-19. Et encore si, et seulement si, il aligne la qualité de ses prestations sur celle des pavillons de libre immatriculation. C'est quelque chose qui reste à faire, qui reste à démontrer, qui n'est pas facile, on peut dire qu'elle est facile, elle n'est pas difficile à faire, il faut juste le vouloir et mettre les personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Et si on ne fait pas ça, eh bien, il y a toujours, là je rejoins tout à fait Rachid Tahri et professeur Mustafa Khayat quand il dit que l'important, c'est de maîtriser le fret. Et malheureusement, on ne maîtrise pas le fret. Alors, si on n'arrive pas à maîtriser la flotte, maîtrisons le fret, et dans une deuxième étape, la flotte viendra avec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sibou Zouba. Et merci pour l'initiative que vous avez prise, parce que vous avez pris l'initiative de mémoriser un peu le maritime au Maroc. J'espère que tout le monde va vous suivre de cette action-là pour attirer cet ouvrage, Inch'Allah, dans le meilleur cas. Donc, Simon Trash, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous, oui. Oui, Président. Donc, merci. Donc, je donne la dernière intervention. C'est Abdelaziz Montrache, président de la PRAM, qui va nous parler un peu sur demande de pas mal de gens qui veulent savoir un peu l'impact de le Covid-19 sur le mégatransport. À vous, Président. J'avais une intervention d'une quinzaine de minutes, mais étant donné qu'on a pris un retard presque de 15 minutes, je vais essayer d'être court et de terminer à peu près dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, je voudrais féliciter toute l'équipe de l'AMLOG, en son président, mon ami Khayat, et la cheville ouvrière de l'organisation de ce séminaire, Silou Kili, pour cette initiative d'organiser ce webinaire sur les mesures à prendre pour développer la flotte nationale maritime et comment assurer la protection des armateurs nationaux. Depuis 2007, ce sujet a été discuté en long et en large et a été rabâché. Et combien de discours on en a entendu, sans pour autant atteindre l'objectif de ressusciter notre flotte nationale maritime. C'est une des raisons, et excusez-moi, pourquoi j'ai suggéré aux organisateurs de parler d'un sujet complémentaire et opportun qui est très d'actualité, étant donné la crise inédite et grave qui aura un impact désastreux sur l'économie mondiale de la pandémie du coronavirus et qui est l'impact du Covid-19 sur les mégatransporteurs de conteneurs. Croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas aisé d'être un armateur pour la simple raison que c'est un des maillons